Bonjour à tous. Je veux d'abord remercier l'opportunité de venir ici, revisiter Paris et vous parler un peu de l'histoire des mathématiques au Brésil. C'est une histoire pas très longue et en même temps assez riche. Et je pense que j'essaierai de mettre en valeur surtout deux mots-clés. Leadership, c'est l'histoire des géants dont Étienne parlait tout à l'heure, qui ont décidé de rentrer au Brésil dans les années 50, 60, 70 et de sur place. Et il n'y a que sur place qu'on puisse construire une communauté mathématique, sur place développer les mathématiques au Brésil jusqu'au niveau où on en est en ce moment. Et l'autre mot-clé, c'est coopération. Les mathématiques au Brésil doivent beaucoup au lien de collaboration avec l'extérieur, dont d'ailleurs Étienne a déjà aussi un peu parlé. Je vais commencer par quelques exploits récents. Le Brésil était l'année dernière, en 2018, promu au groupe 5 de l'Union mathématique internationale. C'est le groupe auquel appartiennent les 11 nations les plus développées dans le domaine. Il y a pas beaucoup plus que 60 ans, on était entré à l'Union mathématique internationale, au groupe 1, et donc cette marche couronne d'une certaine façon, d'un point de vue global, ce qui s'est passé entre-temps au Brésil. Mais 4 ans avant, on avait eu aussi la médaille Fields pour Arthur Ávila, un jeune Brésilien de Rio, qui était pas forcément le premier lauréat de la médaille Fields né dans un pays en développement, mais il était certainement le premier qui a été non seulement né, mais aussi élevé dans un pays en développement, en ayant fait toutes ses études à Rio, en particulier le doctorat dans mon institut, l'IMPA. Et l'année dernière aussi, en 2018, nous avons reçu pour la première fois le Congrès international des mathématiques, des mathématiciens. C'était la première fois que le congrès a eu lieu dans un pays de l'hémisphère sud et nous considérons ça aussi symboliquement très important. Et tout ça a commencé très très tard. Le Brésil est un nouveau arrivé dans le domaine de la science et en partie parce que nos institutions sont très jeunes. Il va de soi que les universités européennes sont beaucoup plus anciennes que celles des Amériques, mais même dans le cadre de l'Amérique, le Brésil a vraiment débuté très tard. Nos premières universités étaient fondées déjà pendant le XXe siècle et pas forcément au tout début. Les deux premières qui ont été créées et qui ont survécu jusqu'à nos jours sont les universités de Rio, qui à l'époque s'appelait l'Université du Brésil, et ça par soi dit beaucoup, et l'Université de São Paulo, fondée respectivement en 1920 et 1934. Le vrai développement scientifique, là, sur le transparent, il y a plusieurs dates clés qui je considère importantes. Mais en fait, celles qui ont été vraiment critiques sont des dates dans les années 1950. Et ce n'est pas par hasard. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où le Brésil décide de déclencher un processus d'industrialisation. On était un pays agricole jusqu'aux années 1950, essentiellement. C'est là que l'industrie brésilienne déclenche. Et c'est là que le gouvernement décide de façon très énergique d'investir sur l'éducation, sur la science, en créant diverses institutions. Les agences de recherche nationales brésiliennes étaient créées à cette époque-là, en 1951-1952. Mon institut a été créé en 1952. L'IMPA, il a certainement joué un rôle dans toute cette histoire. Mais à mon avis, la date la plus importante, c'est 1957. Et c'est quand on commence la série biannuelle des colloques brésiliens de mathématiques, des rencontres nationales des mathématiques,
où participent des étudiants, des enseignants, des professeurs, des chercheurs, et ça reste une série régulière jusqu'à nos jours. En 1969 est créée l'université, la Société brésilienne des mathématiques, à partir de la Société de l'État de São Paulo qui avait été créée un peu avant. Et en 1954, le Brésil entre comme membre dans l'Union mathématique internationale, c'est la date que je mentionnais tout à l'heure, en tant que membre du groupe 1, celui des pays qui sont le moins développés mathématiquement. Et c'est à partir de là que tout commence. Et je vais, dans le prochain transparent, vous montrer quelques chiffres pour illustrer le processus dynamique de développement des mathématiques au Brésil. D'abord, sur cette image, les chiffres sur le nombre des articles mathématiques publiés par des auteurs brésiliens. La définition de brésilien est toujours quelqu'un qui travaille dans une institution brésilienne. Et clairement, il y a une tendance assez visible pendant les dernières 3 décennies en ce qui concerne notre production brute, disons, juste le nombre d'articles mathématiques. Peut-être plus important, c'est l'évolution en pourcentage. Ça, c'est le pourcentage que les articles signés par des Brésiliens représentent dans le total mondial. Il y a 30 ans, on était 0,8% du monde. Maintenant, on en est à 2034% du monde. Et ça, je pense, c'est encore plus significatif que les chiffres d'avant. Mais ça, c'est quand même toujours de la quantité. On va un petit peu parler de qualité. Et je m'excuse d'éviter les indices d'impact que j'aime pas trop. J'ai choisi un autre paramètre de qualité et c'est le top 100, le top 100 des revues mathématiques. Là, c'est le nombre d'articles signés, publiés par des Brésiliens dans ces revues d'excellence. Et la définition est donnée par la base de données de MathSciNet de la Société américaine des mathématiques. Et comme vous voyez, la tendance est toujours la même, c'est une claire tendance de croissance dans la production scientifique au Brésil. Ça se voit aussi sur ce transparent-là. C'est la liste des Brésiliens qui ont été invités à faire des exposés au Congrès international des mathématiciens. Pour ceux qui ne sont pas du métier, une invitation à l'ICM, c'est comme d'être élu au Hall of Fame of Rock and Roll. C'est la meilleure comparaison que je puisse vous donner. Et voilà, vous voyez que encore une fois, la tendance est de croissance. Au début, on a eu Leopoldo Nachman, Maurício Peixoto, Jacob Pallis, Manfredo do Carmo, les géants qui ont créé les bases des mathématiques brésiliennes. Et clairement, au fur et à mesure des années, le nombre de Brésiliens qui ont mérité la distinction de participer, d'être invités à parler au Congrès, a une tendance claire de croissance. Ça se voit aussi sur les programmes de master et doctorat. Sur l'évolution, là encore, vous avez le nombre de programmes. Ça, c'est régulé par des agences du gouvernement. Il faut passer des tests de qualité. Ça, ce sont les programmes qui ont été approuvés par l'agence du ministère de l'Éducation. Et en bleu, c'est le master. En rouge, les programmes de doctorat. Et en fait, là, ça s'arrête à 2015. Il y a de nouveaux données que je n'ai pas pu saisir avant de venir ici et qui confirment cette tendance. Le nombre d'étudiants qui participent à ces programmes. Ça, c'est un des talons d'Achille des mathématiques brésiliennes, parce que même si la tendance est croissante, c'est encore assez peu. La dernière fois que j'ai regardé les chiffres au Brésil, on accordait des degrés de doctorat en mathématiques et statistiques à peu près 180 personnes par an. Je pense qu'en France, c'est quelque chose comme 500 par an.
Et c'est probablement, bon, aux États-Unis, c'est 1800 par an, mais de toute façon, c'est clair que nos niveaux de formation de jeunes dans le domaine, au niveau de master et doctorat, sont encore au-dessous de nos besoins. Et là, c'est le nombre de professeurs qui participent dans ces programmes de master et doctorat. Alors, leadership, c'est que des gens, des mathématiciens qui auraient pu faire des carrières de succès à l'extérieur et qui avaient des offres pour rester, surtout aux États-Unis, ont décidé de rentrer au Brésil et aider à déclencher ce processus de développement. Coopération, c'est le fait que dès le début et par cause, les mathématiques brésiliennes étaient complètement ouvertes à la coopération internationale. Et là, dans ce transparent, j'ai essayé d'établir de façon très simpliste quelques tendances au long des temps. Dans les années 1940 et 1950, nous avons vu des mathématiciens, des grands mathématiciens européens qui ont fui l'Europe avec ses complications et sont allés au Brésil. André Weil, Laurent Schwartz, Grothendieck ont passé de longues périodes, surtout à l'université de São Paulo, qui était la plus développée à l'époque, et le reste ailleurs. Et ça, c'est la tendance des années 1940-1950. À partir de là, à partir de la création des agences de recherche nationales, des programmes de bourse pour la formation des jeunes, la nouvelle tendance, c'est de partir à l'extérieur pour faire son doctorat dans des pays développés. Et dans les années 1960-1970, ça s'est surtout dirigé vers les États-Unis, dans une échelle beaucoup plus petite vers l'Europe. Mais c'est ces gens-là qui ont rentré au Brésil et apporté ses connaissances pour commencer à construire sur place. Les années 1980, fin des années 1970, début des 1980, ont connu un nouveau développement, et celui que Étienne a déjà mentionné. C'est le programme de coopération qui a permis que des jeunes Français, parmi les plus brillants, puissent aller au Brésil, surtout à l'IMPA, passer des périodes de 1 à 2 ans. Étienne était, je pense, le deuxième. C'est une série vraiment honorifique de gens, des meilleurs mathématiciens brésiliens qui sont passés chez nous et qui ont créé des liens qui restent extrêmement importants jusqu'à nos jours. C'est là que, du point de vue du Brésil, la France prend le relais en tant que partenaire prioritaire de notre mathématique. À propos, sur une des versions de cette exposition, il y avait la photo d'Étienne, mais pour une raison technique, elle n'apparaît pas. Mais Étienne, il est caché derrière Jean-Christophe Yokos, qui a aussi joué un rôle aussi important. Dans les années 2000, j'étais à Paris, j'ai passé mon année sabbatique ici à Paris, et une belle soirée, j'étais invité à l'ambassade du Brésil pour la signature d'un accord de coopération absolument originel entre les deux pays, centré sur les mathématiques. C'est ce que j'appelle tout court accord. C'est l'accord d'échange, il a un nom officiel certainement. C'était signé par les ministres de la Recherche dans le bâtiment de l'ambassade du Brésil. Et cela reste un outil extrêmement important pour encourager la collaboration bilatérale entre les deux communautés. Et à peu près en même temps, le CNRS et l'IMPA ont signé un accord qui a créé chez nous un des 200 labos du CNRS à l'extérieur dont le directeur parlait tout à l'heure, l'unité mixte internationale CNRS-IMPA, qui depuis à peu près un an est nommée d'après Jean-Christophe Yokos. Unité mixte internationale, Jean-Christophe Yokos. Donc ça, c'est vraiment une présentation très rapide et pas forcément très juste par rapport à tout ce qui s'est passé.
de la façon comme la coopération s'est établie entre les mathématiques brésiliennes et l'extérieur. Il y a une autre dimension que je dois mentionner, et c'est la coopération dans le cadre régional. Le Brésil joue un rôle important dans la dissémination des mathématiques dans le cadre de l'Amérique latine, déjà parce que nous recevons, la moitié de nos étudiants sont originaires des pays de l'Amérique latine, du Mexique jusqu'à l'Argentine. D'après nos statistiques, la moitié de ces étudiants d'Amérique latine rentrent dans leur pays. Et c'est grâce à un programme extrêmement intelligent de bourse brésilienne qui ne prévoit pas de paiement de la bourse. Ils peuvent rentrer librement dans leur pays et ils deviennent des ambassadeurs de nos mathématiques dans leurs institutions. Et j'ajoute que nous jouons aussi un rôle important au moins significatif dans certaines organisations internationales, y compris bien entendu l'unité mathématique internationale et plus récemment le Conseil de mathématiques des Amériques, dont le secrétariat est logé à l'IMPA. Bien entendu, en étant arrivé à ce niveau, les défis se multiplient et j'aurais pu passer le reste de la journée ici en vous racontant ce qu'on doit faire tous les jours pour essayer de garder la direction. Mais je vais me concentrer sur, bien évidemment, de garder la qualité des mathématiques, la recherche, etc. C'est très important et ça veut dire toujours lutter pour les budgets, etc. Mais ça, on connaît tous. Je préfère me concentrer sur 3 aspects que je considère sont très importants au niveau conceptuel pour que non seulement on garde l'excellence, mais on ait des mathématiques plus grandes au Brésil. Mais d'abord, il faut attaquer le problème de l'éducation. Les standards d'éducation au Brésil sont toujours bien au-dessous des standards internationaux. Là, c'est les résultats du PISA. En bleu, la moyenne de l'OCDE. En orange, c'est nos résultats des jeunes Brésiliens en mathématiques. C'est pareil en lecture et en sciences. Et ça, c'est une source importante de préoccupation. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Déjà, le fait que les Olympiades de mathématiques sont un gros succès au Brésil, un gros succès. Nous organisons des Olympiades à chaque année avec la participation de 20 millions de jeunes. Jusqu'à récemment, c'était, là je ne sais pas dire en français, la 6e année d'enseignement, mais ce n'est pas votre 6e, jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Et là, on commence à intégrer les petits aussi dans ces Olympiades. Et c'est quelque chose qui va dans le 99,8% des municipalités brésiliennes. Donc ça a une capillarité extraordinaire et ça a un impact sur ce qui se passe dans les écoles on commence à mesurer et c'est important. J'ai choisi pour signifier ça une photo authentique des Olympiades mathématiques dans une école indigène au Mato Grosso, dans l'état du Mato Grosso, juste pour vous donner rapidement l'idée à quel point ça pénètre dans tout le tissu de notre enseignement. Deuxième défi, la participation des femmes dans les mathématiques. C'est un sujet dont on ne parlait pas jusqu'à récemment parce que ce n'était pas un problème. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est un problème et c'est un problème à résoudre. Et il y a quelques initiatives importantes. Là encore, il y a une photo derrière celle-là à propos de la réalisation en juillet 2019, la première rencontre des femmes mathématiques, brésiliennes mathématiques. Et là, c'est la photo qui correspond au lancement qu'on va faire bientôt d'une Olympiade dirigée pour les jeunes filles
dont le but est d'encourager à ce qu'elles participent aux Olympiades en général. Les filles sont le 50% des participants dans la grande Olympiade, c'est 10 millions de filles. Elles passent à la deuxième phase, à la seconde phase, de façon assez équilibrée. Et pourtant, quand on regarde les médailles, le nombre de filles qui ont gagné des médailles, non seulement est au-dessous des 50%, mais ce qui est pire, c'est que ça décroît avec l'âge. C'est 30%, après c'est 20%, et finalement, à la fin de l'enseignement secondaire, c'est juste 10% des filles. Et ça, c'est pas forcément un mystère, mais c'est bizarre. Finalement, une priorité pour les années qui viennent, c'est la popularisation, je ne veux pas dire vulgarisation, des mathématiques. Il y a plusieurs outils qu'on utilise, les exposés publics, bien entendu, un festival des mathématiques qu'on a commencé à réaliser à chaque 2 ans, et surtout, et aussi, un élan dans la direction de faire que les mathématiques soient présentes dans les grands médias, dans la télévision, de façon importante. Et là, je pense, là, c'était censé aussi avoir une photo d'Étienne Gis. Je ne sais pas ce qui se passe. Étienne vient souvent chez nous et à chaque fois, on l'exploite, on l'utilise comme pour faire la pub des mathématiques. Il parle le portugais parfaitement et ça marche très bien. Donc voilà, c'est ça, c'est tout rapidement. Je pense que mon temps est terminé. Je vous remercie de votre attention.